Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler dans la 21e enquête de ma chaîne de la guerre russo-ukrainienne. Alors tout d'abord, en introduction, j'aimerais pointer le fait que cette guerre a commencé le 24 février 2022 et cela fait donc depuis plus de 2 ans et demi qu'elle fait rage. Je condamne fermement les deux belligérants. Je considère que cette guerre est futile, qu'elle ne sert absolument à rien et que c'est une guerre qui est entre deux frères slaves, deux frères européens, deux frères blancs, deux frères occidentaux. Quand on sait qu'il y a des centaines de milliers d'immigrés qui se jettent sur l'Europe actuellement. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler notamment des différents points de vue dans cette guerre. Je vais vous parler notamment du point de vue russe, du point de vue notamment aussi de Vladimir Poutine concernant la dénazification. Alors, selon Vladimir Poutine, il y aurait dans l'armée ukrainienne des nazis, notamment quand on parle du bataillon Azov, pour ne citer que, et le fait aussi qu'il y a en Ukraine un genre de culte envers Stepan Bandera, qui fut en réalité un collaborateur de l'Allemagne nazie. L'Ukraine, de par son histoire, a été nazie à un moment donné, elle a collaboré, et donc Poutine justifie son invasion de l'Ukraine pour dénazifier celle-ci. Il y a aussi quelque chose qu'il faut noter, c'est que ce soit des souverainistes comme François Asselineau ou comme un certain Vladimir Poutine, qui dans son discours déclarant la guerre à l'Ukraine du 24 février, il parle la majorité du temps de l'Ukraine et de sa place dans l'histoire russe, en expliquant par exemple voilà, qu'il y avait les Russes de Kiev qui étaient en quelque sorte les ancêtres des Russes actuels. On a le fait que la Crimée a toujours été russe, russophone, le fait que la région du Donbass jusqu'au Dniepr, donc ça veut dire quand on passe près de Kiev, ça a toujours été russe, et que par contre, il est vrai que du côté, notamment, c'est ce que François Asselineau à un moment donné expliquait, que plutôt du côté près de la Pologne, la région près de la Pologne, quand on coupe l'Ukraine en deux, c'était du côté polono-lituanien. Donc ça veut dire que c'était du Commonwealth, comme les Anglais disent, des deux nations, la République des deux nations, la République de Lituanie et de la Pologne. Et donc, l'Ukraine, selon lui, aurait été une création de la part de Lénine, de son vrai nom Vladimir Ilitch Lénine, qui aurait créé l'Ukraine, qui aurait amalgamé différents peuples. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, notamment, Lénine n'est pas très apprécié en Russie. Nous avons notamment Vladimir Poutine qui explique à maintes et maintes reprises qu'il y a des volontés guerrières de la part de l'OTAN, notamment depuis la chute de l'Union soviétique, où nous avions un certain Bush-père qui a expliqué à Mikhail Gorbatchev que jamais l'OTAN ne s'étendra à l'Est, ce qui ne fut pas du tout respecté. De même, nous avons l'OTAN qui fait notamment des manœuvres militaires depuis un certain nombre d'années en Ukraine et notamment aussi, d'après les autorités russes, qu'ils auraient des laboratoires chimiques américains, notamment pour faire des armes biologiques. Et donc, en fait, la Russie,
il y a, il y a un concept en géopolitique qui s'appelle, si je pourrais dire, le glacier russe. Ça veut dire qu'en gros, que durant l'Union soviétique, la Russie, en tout cas l'Union soviétique d'alors, aimait bien en fait avoir un genre de glacier. Ça veut dire qu'en gros, d'avoir des genres d'états tampons pour pouvoir se prémunir si un jour il y avait une invasion russe, de pouvoir se protéger, d'avoir suffisamment le temps de pouvoir se préparer s'il y avait une invasion, notamment de l'OTAN. Et donc, et, et c'est pour cela en fait que, d'après Vladimir Poutine, la Russie serait en fait en quelque sorte acculée. Ça veut dire qu'en gros, qu'elle se sentirait de plus en plus encerclée de tous les côtés. Et nous avons notamment la CIA et ce qu'ils appellent la National Endowment for Democracy. Ça veut dire endowment, ça veut dire plutôt en anglais, ça veut dire le développement national démocratique, si je peux traduire ça en français, de la démocratie. Et ils avaient fait un genre de forum, et ça c'est tout à fait disponible sur Internet, c'est pas du tout caché, où ils avaient expliqué notamment, ça s'appelait Free Nations of Post-Russia. Ça veut dire qu'en gros, ça veut dire que ce sont les nations libres post-Russie, post-invasion de la Russie. Il y avait aussi ce genre de plan qui était imaginé pour la Chine et pour le Moyen-Orient. Ça, c'est pas un truc qui est caché. Et donc, en plus de cela, donc, Poutine justifie son invasion de l'Ukraine en disant que non seulement elle voulait dénazifier, mais aussi démilitariser l'Ukraine et aussi de pouvoir récupérer les régions du Donbass qui, depuis notamment 2014, ont été bombardées tout le temps par l'Ukraine, par le régime de Kiev. Et donc, Poutine voulait aussi, avec son invasion, ce qu'il appelait euh, le changement, si je puis dire, de leader pour qu'il soit plus pro-otanesque, mais qu'il soit pro-russe, ou qu'il soit plutôt neutre, l'OTAN n'a pas apprécié ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis lors, son opération spéciale continue depuis très longtemps, mais c'est vrai que Poutine a sous-estimé l'Ukraine et a sous-estimé aussi l'OTAN. En tout cas, c'est quelque chose d'important à dire. Et puis, ça, c'est ce que je vous avais parlé. Free Nations of Post-Russia. Je viens de vous en parler actuellement. Et puis, ah ouais, dans le PowerPoint, je me suis planté. Euh, alors, ouais, bon. Donc ça, c'est normalement réponse au point de vue russe. Voilà, ça peut arriver de se tromper avec le PowerPoint. Et donc, en gros, qu'est-ce que je disais? C'est que là, je vais répondre au point de vue russe, de façon pas d'être pour l'Ukraine ou pour... je vais essayer de répondre de façon objective au point de vue russe. Alors, tout d'abord, en Russie, il y a certes plus de gay pride pendant 100 ans, en tout cas à Moscou, parce que vous savez, il y a plusieurs districts, c'est un État fédéral, la Russie. Et donc, je réponds au point de vue russe en disant que le gauchisme existe en Russie. Premièrement, j'ai expliqué que certes, précédemment, les gens pouvaient critiquer Lénine, mais ils ne pouvaient pas critiquer Staline. C'est quand même assez étrange. Les médias ici disent que Poutine est d'extrême droite, alors qu'en Russie, nous avons Zougianov, qui est le chef, le secrétaire général du Parti communiste, qui veut un genre de communisme à la stalinienne. Et d'un autre côté, nous avons vraiment ce qu'on pourrait appeler, ce que certaines personnes ici pourraient appeler l'extrême droite, qui est composée de littéralement de fascistes, en fait. Mais des vrais fascistes. Pas les gauchistes, ils traitent tout le monde ici de fascistes, mais ce ne sont pas des vrais fascistes ici. Là, ce sont des véritables fascistes.
Et donc, après, on pourrait se dire qu'en Russie, tout est à l'extrême. Et donc, ce qui se passe en Russie, pourquoi c'est un pays où je peux dire qu'il y a du gauchisme, contrairement à ce qu'ils pourraient dire, même certains pourraient même dire que c'est la sacro-sainte Russie, là-bas, comme dans tous les pays de l'Est, le taux d'alcoolisme est extrêmement fort. Il y a un taux de natalité très faible. Donc déjà, là, c'est déjà compliqué de dire que la Russie est un pays où tout va bien. Il y a beaucoup de divorces, il y a le taux de sida le plus fort d'Europe, et quand je dis gauchisme, c'est parce qu'il y a eu une affaire sordide. Une affaire sordide, puisque il y avait eu, il y a quelque temps de cela, une affaire où une nounou nounou tchétchène a décapité la petite fille qu'elle gardait, qui avait 4 ans. Et la nounou tchétchène était sortie dans la rue et avait montré à la vue de tout le monde la tête de la gamine qu'elle venait de décapiter. Alors les autorités russes, on pourrait se dire, ouais mais la nounou, elle va prendre cher, elle va avoir perpétuité ou peine de mort. Sauf que, bizarrement, la Russie qui est censée être un État ultra autoritaire, mais en fait, ils ont essayé d'expliquer que vous voyez, la nounou, elle était folle, c'est psychiatrique. C'est bizarre, moi ça me fait penser aux gauchistes ici, qui essayent de surtout pas parler d'islam, mais essayent de parler, voilà, du fait qu'elle était, elle avait une instabilité mentale. Et donc, pour essayer de cacher la religion. Alors les gens pourraient me rétorquer, oui, mais Poutine, c'est un genre d'empire, si je puis dire, multiethnique. Donc s'il commence à ne pas à être trop sévère envers certains musulmans, ben ça pourrait peut-être créer des révoltes en Russie. Qui sait? Mais c'est scandaleux parce que cette femme, elle a fait un acte ignoble, absolument dégueulasse. C'est un truc de dingue. C'est pour ça que je dis que je suppose que la Russie est très islamiste. C'est un truc de dingue. On vit dans un monde de dingue. Et donc, j'aimerais aussi dire que, à l'inverse, bizarrement, quand ce sont des identitaires, parce que les identitaires là-bas en Russie sont très maltraités, puisque les identitaires en Russie, nous avons par exemple des identitaires il y en avait un qui avait brûlé un Coran. Voilà, parce que c'est la liberté d'expression. Même si ça ne plaît pas à beaucoup de monde, ça reste la liberté d'expression. Et alors, Poutine a décidé, en tout cas la justice russe, de l'envoyer en Tchétchénie. Bon, spoiler alerte, ça s'est pas très bien terminé. On a appris que, notamment, que Kadyrov, qui est le chef, notamment de la milice, de l'armée tchétchène de Poutine, qui est islamiste, avait félicité son fils, et ça c'est un article que j'ai trouvé, il avait félicité Kadyrov, son fils, d'avoir tabassé le gars qui avait brûlé un Coran. Et bizarrement, on avait appris par la suite que le gars qui avait brûlé un Coran, lorsqu'il est revenu en Russie, après avoir purgé sa peine, il s'était converti à l'islam. Tiens, 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 c'est quand même bizarre ça. En fait, les gens, ils pourraient se dire, oui, mais bon, si le régime poutinien laissait les gens brûler des Corans, il y aurait une révolte et la Russie cesserait d'exister. Euh, ouais, c'est non, mais là, c'est terrible ce qui vient de se passer. Alors les gens qui disent la sacro-sainte Russie, vous voyez, Poutine, il veut sauver l'Europe et l'Occident. Non, 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 surtout pas. Il s'oppose à l'Occident. Il s'oppose à l'Occident. Et en plus de cela, il s'est lié aux BRICS. Il s'est lié aux BRICS, et donc il s'est coupé en fait de ses frères européens. Et en plus de cela, si je l'avais pas dit, les enfants des dirigeants russes qui se trouvent au Kremlin sont très occidentalisés. Nous avons par exemple aussi Vladimir Poutine, qui avait une maîtresse, et il avait été notamment en Suisse pour la faire accoucher, il y a quelques années. Déjà, pour un dirigeant qui est censé être orthodoxe et donc très chrétien, c'est quand même bizarre d'avoir une maîtresse. Mais bon, passons, passons à autre chose. Et donc Poutine, il veut dénazifier l'Ukraine,
Alors que, à ce que je sache, aux dernières nouvelles, l'islamisme, c'est une forme de fascisme. Ok? Nous avons aussi Wagner. Ce sont des mercenaires, notamment dirigés et créés par, en tout cas, c'était il y a quelque temps, puisque Prigogine s'est fait assassiner par Poutine, notamment lorsqu'il y a eu un crash d'avion. C'est quand même bizarre. Et donc Prigogine, à un moment donné, il avait même fait un coup d'État contre Poutine. Il avait tenté de faire le coup d'État. Mais si vous ne le saviez pas, Wagner, c'était le compositeur favori d'Adolf Hitler. Et donc, c'est très hypocrite de la part de Vladimir Poutine de vouloir dénazifier l'Ukraine, alors que lui-même a des milices qui sont nazis en fait. Alors que n'oublions pas que le nazisme en Ukraine, je veux dire, il y a certes des extrémistes dans l'armée, mais c'est pas une grosse partie de l'armée. Il y en a quelques-uns des extrémistes, mais ça ne représente pas toute l'armée. Comme j'ai pu vous en parler, il y avait le groupe Wagner. Je vous ai parlé notamment de la décadence de la Russie. Là, nous avons un parfait exemple. Nous avons la carte du taux d'alcoolisme en Russie. Nous avons la justice à deux vitesses. Sur votre gauche, nous avons la nounou qui a décapité la petite fille. Et sur votre droite, nous avons le monsieur qui a brûlé un Coran. Alors, entre brûler un Coran et d'un autre côté la nounou qui décapite une fille, je veux dire par là que brûler un Coran à côté, c'est pas grand-chose. Puis, comme j'ai pu vous l'expliquer, nous avons en Russie une volonté de garder le stalinisme. Puis nous avons aussi cette histoire des BRICS. Et puis, nous avons aussi des choses qu'il faut aussi mentionner. C'est que les Ukrainiens ont vécu des horreurs et que ça, Poutine semble avoir tendance à l'oublier. Les horreurs du bolchevisme furent notamment l'Holodomor, qui a causé 8 millions de morts selon les historiens, 6 millions en Ukraine et les 2 autres millions dans d'autres parties de l'époque de l'Union soviétique. Et donc, cela veut dire que, en fait, les Ukrainiens, malheureusement, euh, ils, ils se sentaient donc, ils se sentaient plus proches, malheureusement, comme je dis, des envahisseurs nazis. Malheureusement, c'est terrible de le dire, parce que tout simplement, ils se sont dit, ben moi, ils ne voulaient plus en fait aller avec l'Union soviétique parce qu'ils ont subi tellement de morts qu'ils se sont sentis quasiment obligés d'aller avec les nazis. C'est terrible à dire. Vraiment, c'est horrible. Mais par la suite, heureusement, les Ukrainiens se sont rendus compte, et c'est pour cela que je dis que lorsque les nazis ont débarqué, les Ukrainiens ont vu que les nazis étaient racistes envers les Slaves et qu'il y avait aussi notamment en Ukraine beaucoup de communautés juives et que les Ukrainiens se sont rendus compte que finalement, que les nazis leur voulaient du mal et que les nazis les ont juste utilisés pour aller envahir l'Union soviétique. Et c'est pour cela qu'après les Ukrainiens se sont dit, on n'est ni avec les nazis ni avec les communistes, avec les bolcheviks. Et donc, mais malheureusement, à la fin, les Ukrainiens, ils se sont fait réannexer par les soviétiques. De toute façon, ils auraient eu des problèmes, que cela soit avec les uns ou avec les autres. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a toujours cette fascination chez les Ukrainiens pour Stepan Bandera, ce qui est grave quand même. Malheureusement, c'est terrible à dire, mais bon voilà. Et puis, il y a cette histoire que, vous voyez, l'Ukraine est artificielle. Alors ça, souvent, des souverainistes comme François Asselineau l'expliquent, alors que, vous savez, la France, par exemple, contient plein de peuples.
Il y a les Bretons, il y a les Basques, il y a les Occitans, il y a les Savoyards, les Alsaciens, les Lorrains, les Picards, les Ch'tis, et je peux encore en citer plein comme ça, les Normands, même si depuis la Révolution française, ça a été plus compliqué. Ce qu'il se passe, c'est qu'en Ukraine, c'est à peu près la même chose. Nous avons certes euh, des polono-lituaniens, donc ça veut dire des descendants de ces gens-là dans certaines régions, certaines fois même des Hongrois, des Slovaques, des Moldaves peut-être aussi, Roumains, mais est-ce que ça veut dire pour autant que l'Ukraine est artificielle? Non. L'histoire de l'Ukraine montre en fait que c'est tout l'inverse. Puisque François Asselineau, c'est ça ce qui est dingue, et tous les souverainistes, ils sont là, ils nous expliquent que finalement la souveraineté c'est la chose la plus importante, mais d'un autre côté, ils nous expliquent que finalement, oui, la souveraineté, mais l'Ukraine est artificielle, enfin c'est pas logique. En 1991, il y a eu un référendum et 92% des gens étaient favorables à une Ukraine indépendante quand il y a eu la fin de l'Union soviétique. Ça prouve que les Ukrainiens se sentent ukrainiens et pas russes. Ils ont beau avoir des langues qui sont proches du russe, cela ne veut pas dire qu'ils sont russes. Combien de fois faudrait-il le dire? De même, en France, vous savez, avant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il n'y avait plus l'Alsace-Lorraine, il y avait, et même encore aujourd'hui, il y a toujours, voilà, des gens qui habitent notamment à la frontière ou qui vont souvent travailler ou même des fois qui sont des étrangers. Alors ici, on a les extra-européens, mais ça, c'est pas la même chose. Est-ce que si demain on dit à Bruxelles, voilà, Bruxelles devient une cité-État, un pays indépendant, avec toutes les nationalités, on va dire finalement Bruxelles c'est un melting pot. Bruxelles est artificielle? Non, parce qu'il y a toute une histoire derrière. C'est juste que avec l'Ukraine, surtout aussi, il faut aussi le dire, avec le Maïdan de 2014, il y avait un gouvernement russe. Et ça, les Russes ont tendance à l'oublier, mais le gouvernement russe a, euh, a fait en fait des misères, a causé de sacrées misères à ces gens-là en fait, aux gens qui ont manifesté pacifiquement, alors qu'ils ont expliqué, vous voyez, c'est un coup de la CIA, alors que comme j'ai pu l'expliquer à maintes et maintes reprises, le traité de Minsk, notamment de 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée, avait promis de résoudre cette histoire du Donbass, en disant, OK, on va essayer de résoudre ce conflit. Mais non, ils n'ont pas réglé ce conflit. Certes, il y a des populations russophones. Malheureusement, c'est vrai aussi que il y a le régime ukrainien qui a fait du mal à ces populations russophones. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut dire que l'Ukraine finalement est artificielle et que finalement Poutine essaye de justifier alors des volontés impérialistes? Et comme on peut le dire, tous les pays dans le monde ont des volontés impérialistes. Et quand Poutine dit oui, vous voyez, l'OTAN a des volontés impérialistes, il a tendance à oublier que pour que la Russie soit un si grand pays, si grand empire, si je puis dire, ben, il y a dû avoir des conquêtes. Ça c'est pas comme ça fait avec la diplomatie. Et donc, non, l'Ukraine n'est pas un État artificiel. Puisque quand on voit le Maïdan, c'est fut. Et de toute façon, quand on voit autant de gens sortir dans les rues, faut pas me dire que c'est un coup de la CIA et ça. La CIA a peut-être pu avoir un petit, je veux dire, peut-être une petite implication, mais pas une énorme implication. Voilà. Parce que pour faire soulever tout un peuple, faut pas exagérer. Comme vous pouvez le voir sur l'image, il y a énormément de gens qui sortent dans les rues. Et quand Poutine aussi nous explique que dans
qu'en Ukraine, avec notamment Zelensky, qui est censé être le président anticorruption, c'est vrai qu'il est le président de la corruption. C'est vrai aussi que en Ukraine, il y a énormément de corruption. C'est peut-être le pays le plus corrompu au monde. Mais en Russie aussi, c'est beaucoup le cas, avec les oligarques notamment. Et donc, il faut arrêter de me dire que l'Ukraine, c'est le pays de la décadence. Que finalement, l'Occident, oh, vous voyez, l'Occident est décadent. Et c'est pas l'Occident qui est décadent en lui-même. C'est le gauchisme qui rend l'Occident décadent. Et étant donné que Poutine, finalement, est gauchiste, puisqu'il nous a aussi expliqué que la diversité était une chance dans un de ses discours, en fait, il a le même discours que les gauchistes ici. Il a exactement les mêmes discours. Je vous l'ai expliqué là tout à l'heure. Ici, nous avons le portrait de Stéphane Bandera, Ukraine, qui a collaboré avec les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui s'est passé, c'est que les seuls qui n'ont pas collaboré, c'était ceux, notamment les Russes du Donbass, les populations de l'époque qui étaient majoritairement russes, russophones. Et aujourd'hui, notamment, les seuls qui ne veulent pas aller dans l'OTAN, ce sont notamment le parti, bon, évidemment les séparatistes, mais aussi le parti communiste ukrainien qui est pro-russe. Sinon, tout le monde en dehors du parti communiste ukrainien sont pro-OTAN, pro-UE. Il y a aussi, comme j'ai pu l'expliquer, des laboratoires chimiques en Ukraine, en tout cas que les Russes soupçonnent qu'il y ait. Et aussi, il y a quelque chose de très grave en Ukraine, c'est que sur le trafic d'êtres humains en Ukraine, il y aurait, d'après Arte, d'après un documentaire Arte, un dixième du trafic mondial d'êtres humains, notamment avec la pédocriminalité, qui passerait par l'Ukraine. Donc ça veut dire qu'il y aurait des réseaux pédocriminels en Ukraine, et ça, ce serait vraiment très très grave. Euh, je veux dire, si c'est avéré vrai par rapport, si c'est Arte qui dit la vérité, c'est extrêmement grave. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que aujourd'hui, si je puis dire, nous sommes à la croisée des chemins. Ça veut dire que de tous les côtés, les Ukrainiens comme les Russes ont essuyé d'énormes pertes. Et donc, il serait pas mal, parce qu'en fait, cela fait depuis des années que ce conflit a eu lieu, et des deux côtés, que cela soit du côté russe ou du côté ukrainien, il y a eu des volontés d'arrêter ce conflit, même si c'est vrai que maintenant que le conflit, ça fait depuis 2 ans qu'il fait que continuer, les négociations de paix deviennent de plus en plus compliquées, même si elles ne sont pas écartées. Et puis aussi, et ça je ne l'ai pas mentionné, Poutine, durant notamment le début des années 2000, avait voulu rejoindre l'OTAN. Les gens ils pourraient dire, c'est bizarre, puisque maintenant il est contre l'OTAN. Alors, Poutine, est-ce qu'il voulait rejoindre l'OTAN pour les infiltrer, entre guillemets, pour savoir ce qui se trame, pour avoir un bénéfice géostratégique? Est-ce que Poutine voulait rejoindre l'OTAN, mais finalement les États-Unis ne voulaient pas qu'il y ait deux personnes, deux grandes puissances dans cette faction qu'est l'OTAN, et donc il y aurait une trop grande concurrence? Ça, on ne le saura probablement jamais. Ce qui est sûr, c'est que il est vrai que l'Occident a poussé la Russie, avec notamment toutes ces sanctions, à aller vers les BRICS. BRICS qui avait tendance à accueillir la Russie à bras ouverts. Et c'est pour cela que je vais terminer cette vidéo. Et comme je l'ai dit toujours, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse la Russie comme l'Ukraine, que Dieu garde la Russie comme l'Ukraine. Et je prie Dieu tous les jours pour que ce conflit s'arrête, parce que c'est vrai que trop de gens sont morts et ça,
C'est insoutenable. En tout cas, voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.